Bonsoir à tous. Alors hier encore, des boulettes d'hydrocarbures s'échouaient sur les plages de l'île des Pins. Comme vous pouvez voir sur cette photo, une photo réalisée par Laurent Coaté à l'île des Pins. Alors boulettes d'hydrocarbures, mousse, plaques d'aluminium. La masse totale de ces résidus ramassés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est de 13 tonnes. Alors l'épave du K Trader continue de se disloquer, lui, sur le récif Durand. Alors retour sur 8 mois d'opération dans cette émission sur le démantèlement de ce porte-conteneurs et sur les opérations de dépollution. Restez avec nous ce soir, on en parle tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans la bande à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Calédonia. Alors ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau Glenn Newland de l'association environnementale Eau-Haute de Touo. Glenn Newland, bonsoir. Bonsoir. Alors Glenn, votre actualité, c'est bien sûr l'adhésion de votre association au sein du conseil d'administration de la très connue association EPLP dont Martine Cornaille en est la présidente. Depuis décembre dernier, Touo subit l'arrivée de ces boulettes d'hydrocarbures sur le littoral. Alors c'est la raison de votre adhésion à EPLP ? Oui, c'est la raison qui a déclenché notre adhésion à EPLP depuis un mois maintenant. Et nous sommes carrément rentrés dans le conseil d'administration de EPLP. Car nous avons besoin de beaucoup d'informations et de soutien, car on n'est pas des scientifiques, nous, pour maîtriser ce sujet aussi difficile. Pas aussi informé que peut l'être Martine Cornaille, peut-être. Tout à fait. Alors, pour nous accompagner également ce soir, notre très chère collègue et collaboratrice Stéphanie Marly, à qui je fais voir de toutes les couleurs. Stéphanie, tu es resplendissante ce soir. Comment vas-tu? Merci, tout comme toi. Très bien, merci. Alors, Stéphanie, le récif Durand n'est pas à son premier échouement. C'est ça, alors en fait c'est un récif qui est connu quand même du monde maritime, car finalement au-delà du quai à Trader, ce dernier a surpris par le passé d'autres navires et vous le verrez par la suite. Mais je vais également ce soir vous parler d'une grande tragédie maritime qui s'est déroulée en 1989. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi cet exemple fait écho quand même à la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie avec le quai à Trader. Alors, rappelons que face à la pollution aux hydrocarbures qui touche la Nouvelle-Calédonie, le dispositif Orsec, intitulé Orsec Paul Marter, a été activé par le gouvernement depuis novembre dernier. Alors, au 13 avril 2018, la masse totale des débris, je vous le disais, ramassés représentait 13 tonnes. On parle ici de boulettes, de mousse polyuréthane, de plaques d'aluminium et de débris divers issus des conteneurs. Alors, démantèlement du bateau, gestion des risques et collecte des déchets, point de situation ce soir dans votre émission avec notre invité. Mais d'abord, la chronique C'est qui avec l'association Eau-Haute de Touo. Alors, c'est qui ça? C'est l'association environnementale Eau-Haute de Touo. Alors, Glenn, je le disais, vous êtes membre de cette association, une association environnementale de gestion. Vous travaillez essentiellement à la préservation des lagons et des récifs de Touo inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est important de le rappeler. Alors, Eau-Haute vient, on l'a dit récemment, d'entrer dans le conseil d'administration de l'association EPLP. Quels sont les avantages à adhérer à une association telle que EPLP, Glenn? Eh bien, la première... Premier objectif pour nous de rentrer à EPLP, ça a été d'avoir déjà un soutien plus scientifique. Comme je disais, nous, on est dans les associations, on ne cache pas qu'on n'a pas les capacités de gérer tout ce qui est scientifique. Donc, on s'est appuyé sur EPLP parce que quand même EPLP est très connu sur le territoire et on voit le travail qui est fait. Donc, nous, on s'est réunis, le conseil d'administration, ensuite le bureau, et on a validé tous ensemble notre volonté de rentrer donc, à EPLP. Et donc, on a été pris dans le conseil d'administration. Donc, on le voit sur ces images-là réalisées par moi-même la semaine dernière à Touo. On voit les pompiers ramasser les boulettes. Alors, je le répète, à ce jour, 13 tonnes de débris ont été ramassées sur l'ensemble des communes concernées par la pollution. Sur la commune de Touo, cela représente 13 000 kilos, 13 tonnes. Sur la commune de Touo, cela représente 10 kilos de déchets récoltés. On parle ici bien de boulettes d'hydrocarbures et autres résidus, les débris des conteneurs cassés. Alors nous sommes rendus justement la semaine dernière sur Touo. Je vous propose de revoir ce reportage réalisé jeudi dernier à Touo avec les pompiers de la commune. Oh. Ah, tu vois, gars, regarde. Ouais, ça c'est le pur PLA là, c'est comment là? Regarde la boîte, regarde.
Ça, c'est le pur net. Il y a un peu de polystyrène, mais voilà. Tu vois? Équipés de gants et de sacs plastiques, les pompiers de Touo ratissent les côtes. Objectif, ramasser le maximum de déchets déposés sur les plages par la mer. Boulettes d'hydrocarbures et restes de conteneurs sont ramassés aujourd'hui. Un coup dur pour Hervé, habitant de la tribu de Pouillou. Depuis à un moment, ils ont arrêté, ils ont rouvert. Et jusqu'à maintenant, les gens ils continuent toujours à aller à la pêche. Malgré avec tout ce qui arrive sur notre plage, les gens sont toujours en bas sur le récif, quoi. Et moi, mon souhait, c'est que voilà, quoi. Que ce truc-là, un jour, il cesse, quoi. Il prend fin, puis voilà, quoi. Je pourrais manger tranquillement mon poisson, net. Associations environnementales, pompiers, habitants, tous s'inquiètent et s'interrogent quant à la dangerosité des déchets. Regarde ce que j'ai trouvé à la maison. Ah, en Pouillou, là-bas à la maison. Ah ouais. Non mais toi ça tu dois pas, nous on doit pas toucher ça. Toi tu peux toucher ta Oui, mais encore, je sais même pas si t'as les bons. Là, je t'ai fait monter, mais regarde. Alertée hier par la population de la présence de pollution sur le littoral, l'association environnementale Eau-Août pointe du doigt un manque de communication. Alors sur la toxicité, moi j'avais contacté EPLP, parce qu'en plus que l'association à nous elle est nouvellement membre de EPLP, et ils avaient dit surtout de ne pas toucher, et justement d'alerter gendarmerie et sécurité civile. Mais là on a alerté la gendarmerie et puis on ne voit pas trop les choses bouger, quoi. C'est ça qui nous inquiète. On pense qu'on va se retourner vers la sécurité civile directement, l'association, prendre directement contact avec eux et puis voir les conseils qu'ils vont nous donner et la démarche à suivre derrière, parce que nous on va faire passer le message à la population de ne pas toucher ces déchets on ne sait pas trop ce que ça vaut, quoi. Les gendarmes le confirment, les déchets proviennent bien du quai à Trader. Aujourd'hui, 30 kilos de résidus ont été ramassés sur les tribus de Kokingon, Pouillou et Koé. Le ramassage continuera sur l'ensemble de la commune. Le maire envisage également d'envoyer prochainement des équipes sur les îlots. Alors Glenn, vous le mentionnez dans le sujet la semaine dernière, vouloir rentrer en contact avec la sécurité civile. Est-ce que vous l'avez fait? Non, on n'a pas encore fait parce qu'on a fait des recherches sur les moyens de communication. On s'est aperçu qu'il y avait un outil qui était mis en place justement pour alerter dans cette situation-là. Quand on a rencontré le maire sur le terrain ce même jour-là, il a dit de se retourner aussi vers la mairie pour faire remonter l'information à la sécurité civile. On sait que la sécurité civile est passée sur Touo, mais nous, l'association, on n'a pas été invités ou une prise de contact a été faite. Ce qui nous surprend un petit peu, c'est parce qu'on est quand même de l'intérêt public provincial. Oui. Donc on aimerait bien être plus associés à ce genre d'initiative pour pouvoir mieux faire passer le message dans la population. Alors vous le disiez, avoir un sentiment d'abandon, voire de solitude, voire d'abandon. Comment vous voyez la gestion de cette pollution à Touo? C'est difficile, mais on peut le regarder sur plusieurs angles. Il y a le côté dangerosité du produit qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas les quantités, on ne sait pas ce que ça vaut exactement ce fuel. Il y a ce polyuréthane qu'on ne sait pas du tout quel impact il a dans la nature. Mais nous, on va beaucoup plus loin au niveau de l'association, c'est quand on regarde par rapport aux gestes de la population. Comment on peut expliquer à la population qu'il y a des déchets sur la plage par un amateur, d'aller les ramasser et puis dire aux enfants demain, avec les élèves, de ramasser des déchets qu'il y a dans la commune. Donc vous ne comprenez pas pourquoi on laisse cette pollution durer dans le temps? Nous, on trouve ça complètement anormal. Je veux dire, dès l'instant, imaginez qu'on prenne des déchets dans une voiture, on vient, on le met devant votre maison, qu'est-ce que vous pensez? Tout de suite, vous allez dire, venez ramasser mes déchets. Et là, il y a des déchets qui sont sur les plages, devant les tribus, devant le village, et on n'est pas capable de dire aux gens, venez ramasser tout de suite vos déchets. C'est le message qui nous importe aussi dans cette situation. Alors Stéphanie en parle dedans de la toxicité de ces hydrocarbures sur l'environnement, sur le poisson. Toi qui vis sur la côte ouest et qui n'est pas directement concerné par cette pollution, tu en penses quoi? Moi, je trouve quand même que c'est dramatique parce que même s'il y a des mesures qui ont été mises en place pour justement éviter la pollution, on constate quand même qu'il y a de plus en plus l'apparition de boulettes d'hydrocarbures sur les littoraux de certaines communes. Donc je comprends un peu la crainte des habitants et puis ceux qui vivent essentiellement de la pêche, donc on peut se poser aussi des questions par rapport à ça, même s'il y a des analyses qui ont été faites et sur les organismes marins qui nous disent que justement il n'y a pas de contamination, qu'on peut les consommer, ça laisse quand même perplexe. Et donc par rapport à ça, vous en parlez en début, je voulais vous parler brièvement de l'échouement en 1989 du pétrolier américain Exxon Valdez.
sur les récifs du Mont Blythe dans le détroit du Prince William, en Alaska. Donc il s'agit de l'une C'est impressionnant. voilà, des plus importantes marées noires de l'histoire. Donc en fait, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que tout simplement, 29 ans après cet événement, selon certains spécialistes, seul un quart de la faune sous-marine donc, a survécu. Donc il reste encore aujourd'hui dans cette zone près de 100 000 litres de pétrole dans l'environnement, selon l'Agence de recherche sur les océans aux États-Unis. Ah ouais, c'est Que d'après impressionnant. plusieurs études, le pétrole n'a pas en fait disparu puisqu'il reste en dessous des plages de sable et de gravier. Et il faut savoir que cet accident a eu également un impact direct sur l'industrie de la pêche au hareng, puisque dans la zone, donc, puisque c'était une pêche qui était florissante. Et dès qu'il y a eu cette marée noire, donc, cette pêche est littéralement effondrée en 1993. Donc il y a de nombreux pêcheurs qui se retrouvent sans travail. Bien sûr, c'est un exemple qu'il faut quand même relativiser, puisqu'on n'est pas dans la même situation. Il ne s'agit pas du tout du même bâtiment. Il y avait quand même plus de fuel dans ce pétrolier. Mais on constate quand même que 29 ans après, il y a quand même encore des traces en fait. Il reste des traces. Alors, pour revenir aux analyses et à cette histoire de pêche, je voudrais quand même rappeler que la commune de Poigny-Mé est pour l'instant la seule à avoir maintenu son arrêté d'interdiction de baignade et d'activités de pêche et de collecte des coquillages et autres crustacés sur sa commune. Alors, Glenn, les différentes analyses eau de baignade, poissons, mollusques et crustacés confirment bien toute absence de danger sanitaire des eaux et des produits de la mer. Vous en êtes convaincu, vous? Ah non, on ne peut pas être convaincu quand c'est l'instant que ça ne devient pas d'un organisme indépendant. On ne sait pas qui a fait ces analyses. Nous, on sait que de côté de EPLP, ils ont aussi essayé de faire des analyses pour voir un peu ce que ça a donné. On n'a pas forcément les mêmes résultats. On a les résultats qui viennent d'un seul endroit. Mais qu'est-ce qu'elles révèlent, ces analyses réalisées à la demande de PLP? Eh bien, ils n'ont pas encore tout à fait les résultats, mais ils sont en train de faire des enquêtes. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, les premières choses, comment on dit de ne pas marcher sur les plages lorsqu'il y a de ce fuel, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas dire aux gens de ne pas marcher sur les plages et en même temps dire qu'il n'y a aucun danger. Donc c'est la question qu'on se pose. Ok. Alors, du coup, au niveau de l'association, au niveau de Touo, vous avez fait une démarche auprès des populations par rapport à ça? Alors nous, on est en train de ramasser le maximum d'éléments parce qu'on ne peut pas faire passer aussi un message qu'on ne maîtrise pas. Donc en ce moment, on est en train de rapprocher donc encore de PLP pour avoir le maximum d'informations, pour pouvoir aller au-devant de la population et faire passer un vrai message. Mais comme je vous dis, pour faire passer le message, il faut maîtriser les choses. Sinon, on va alarmer la population et puis ce n'est pas forcément la bonne chose. Et là, la population, elle est plus dans le doute. Alors Glenn, votre association a aussi un rôle de préserver l'intégrité environnementale de cette zone côtière nord de la Nouvelle-Calédonie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que cette pollution ne va pas remettre en question l'inscription de cette zone à l'UNESCO? Non, je ne pense pas, parce que quand même, pour remettre en cause l'inscription à l'UNESCO, il faut quand même des trucs beaucoup plus graves. Et l'UNESCO, il faut savoir aussi comment ça fonctionne. L'UNESCO, une fois qu'on est inscrit, elle dit c'est à vous de gérer votre patrimoine. Donc le débat se fait à l'intérieur du pays, parce que le problème, il n'est pas que à Touo, il est quand même concerne tout le pays. Le problème, il est à l'intérieur du pays, à l'intérieur des institutions du pays, qu'ils soient gouvernementales, provinciales ou municipales. Mais comment on explique ce silence par rapport à cette situation? Eh bien, tout le monde se pose la question. Nous-mêmes, on s'est posé la question comment ça se fait qu'on n'a pas assez d'informations, comment ça se fait qu'on n'essaie pas d'expliquer aux gens quelle position il faut prendre quand on voit des déchets arriver, parce que nous, on a été alertés par un petit jeune de la tribu qui fait partie de notre association et il ne savait pas quoi faire. Et tout de suite, il est venu vers nous, on a fait passer le message, ça fait peur, ça inquiète. Et surtout que c'est des choses qui viennent sur du long terme. C'est-à-dire que si on touche le goudron aujourd'hui, on ne sait pas les conséquences, mais ce n'est pas demain qu'on va être malade, on va tousser ou avoir une mauvaise grippe, c'est dans 10 ans ou dans 15 ans, on va avoir les conséquences. Et plusieurs associations environnementales existent sur la côte Est. Est-ce que vous vous êtes fédérés pour faire une action? Alors, on n'a pas encore fédéré pour faire une action, mais on a des relations entre nous, parce que nous, on travaille beaucoup dans les comités de gestion avec les associations entre eux. Je veux dire, il y a celle de Pointe-des-Miers, il y a celle de Yingen. Donc, on est souvent, on coordonne les choses, on a des services de la province, on se rapproche pour essayer de voir comment ils voient les choses aussi. Mais donc, nous, les actions, c'est surtout de dire, déjà de faire une réunion d'information avec tout le monde. Donc, c'est un peu ce qu'on demande à la sécurité civile, parce qu'on n'a pas eu de réunion d'information directe, je veux dire, avec la population. Il y a eu des choses qui sont passées, on sait qu'il y a des gens qui ont circulé dans les communes, mais nous, l'association, comme je répète, est reconnue comme d'intérêt commercial, donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est qu'on a un rôle d'acteur direct, et on n'a pas été informé, on n'a pas été invité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus de mouvements des associations environnementales, justement, sur cette question de pollution?
Vous savez, les mouvements des associations environnementales, ce n'est pas toujours évident, hein. Moi, je suis bien placé pour le dire parce que je suis un acteur direct sur le terrain concernant l'environnement, hein. Il y a peu de temps, je me suis un peu soulevé par rapport à des problèmes de VHU dans la commune, où les voitures elles étaient grattées, l'huile coulait partout. Mais je veux dire, dès l'instant où on se rebelle ou on manifeste, les gens, il y en a un regard quand même de... On a un regard de gens qui veulent déranger, alors qu'on ne fait que notre boulot, on veut que laisser à nos générations futures quelque chose de bien. Donc c'est un peu compliqué pour les associations aussi de se mobiliser par rapport à ce problème de pollution. On peut toujours se mobiliser, mais il y a peut-être plusieurs manières de se mobiliser. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut vraiment se mobiliser. Il faut que les gens soient acteurs de leur écosystème. Alors pour mieux comprendre justement qui fait quoi dans cette vaste histoire, je pense qu'il serait intéressant de savoir quelles sont les différentes compétences qui rentrent en jeu. Et Stéphanie, je te propose de nous expliquer tout ça. Alors oui Aurélie, alors pour gérer cette situation, donc il y a d'importants moyens qui ont été mis en place pour éviter tout risque de pollution. Donc l'État, lui, gère l'échouement du quai à Trader. Le gouvernement, quant à lui, est en charge de la gestion de la pollution avec le plan Orsec. Et les maires sont là pour coordonner la collecte et le stockage des polluants dans leurs communes. Et je pense qu'il est important de rappeler aussi par rapport à vos commentaires dans le sujet, le rôle des gendarmes. Alors, nous avons contacté hier la sécurité civile qui nous ont confirmé que les gendarmes, effectivement, étaient là pour intervenir, pour constater, simplement aller sur le terrain. Lorsque une personne constate une pollution, ils vont sur le terrain, ils constatent la pollution, ils font un prélèvement et voilà. Là, ça, leur rôle, il s'arrête à ça. Donc, je pensais important de vous le dire, Glenn. Oui, nous, la première chose qu'on a fait, l'association, c'est de se retourner vers la gendarmerie. On disait, par rapport à ce qu'on avait écouté un peu à la télé, ce qui se passait. Et quand on est retourné, on s'est trouvé qu'ils étaient aussi dépourvus que nous devant la situation, quoi. Voilà, et ça nous a surpris, quoi. Donc, ça revient à ce que je disais au départ. Il faut vraiment coordonner une cellule de crise, puis associer tout le monde dans cette cellule de crise. Et cette cellule de crise, elle démarre de marée, et puis toutes les personnes concernées de la côte et du pays. En décembre, la sécurité civile, je le rappelle, a effectué des tournées d'information. Il y en a eu une notamment à Poneriwan en décembre, justement quand les premières boulettes sont arrivées sur les littorales. Alors, il faut savoir qu'une procédure est en vigueur. Elle dit que quand il y a pollution, effectivement, si la quantité est inférieure à 1 kg, ce sont les pompiers ou autres personnes identifiées par le maire pour ramasser ces déchets. Et quand la quantité dépasse les 1 kg, c'est effectivement la société désignée par l'armateur pour venir ramasser ces déchets. Glenn, vous le dites dans le reportage, vous manquez de communication. C'est quoi? C'est les moyens mis en place, les équipements qui font peur? Oui, non, puis je pense aussi que quand vous dites qu'à Poneriwan, il y a eu une réunion d'information, on savait très bien que les déchets ne vont pas s'arrêter qu'à Poneriwan. Les loyautés, ils sont en face de la côte Est. C'était une évidence que les déchets, ils allaient se répartir sur l'ensemble de la côte Est. Donc, même si les déchets ont commencé à arriver à Poneriwan, on a commencé à former les gens de Poneriwan, on aurait dû continuer sur l'ensemble de la côte Est d'informer les gens. En fait, c'est apparemment, enfin je répète, les informations que la sécurité civile nous a données hier, en fait c'est à la demande des maires, c'est les mairies qui font la demande auprès de la sécurité civile pour qu'il y ait une réunion d'information publique qui soit organisée et que les gens puissent être informés. Mais voilà, c'est vraiment une initiative du maire. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec le maire de Touault si l'association souhaite une réunion publique. Alors, les débris et boulettes de fioul vont continuer d'arriver sur le littoral puisque des conteneurs sont tombés à l'eau et continuent de se dégrader. Petit conseil de la sécurité civile, regardez ce petit encadré. À quel risque s'expose-t-on lorsqu'on rentre en contact avec du fioul? Le fioul est un carburant très toxique. Sous forme de boulette, lors d'un contact prolongé ou répété avec la peau, il peut la dessécher et provoquer des irritations cutanées. Si vous consommez un poisson ou un fruit de mer imprégné d'hydrocarbures, il y a peu ou pas de symptômes prévisibles. Vous risquez des nausées et des diarrhées. Dans ces deux cas, il faut impérativement consulter un médecin. Pour réduire les risques, il est fortement conseillé d'utiliser des gants pour le ramassage de boulettes d'hydrocarbures. Et pas n'importe lesquels, des gants à base de matériaux spéciaux et d'une bonne épaisseur, notamment des gants en PVA, polymère synthétique à base d'alcool de vinyle. Ils sont très résistants à de nombreux hydrocarbures, mais ils se dégradent au contact de l'eau. Des gants en nitrile à base de caoutchouc synthétique, ils ont une bonne résistance chimique.
Des gants en matériaux multicouches, ils ont une excellente résistance à la plupart des produits chimiques. Par contre, les gants en latex naturel sont fortement déconseillés car ils ne résistent pas aux hydrocarbures. Des recommandations qui sont préconisées par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour choisir les bons gants, des pictogrammes indiquent leur domaine de protection. Celui-ci pour les risques chimiques, pour les risques micro-organiques et les risques mécaniques. Glenn, vous en pensez quoi de ces recommandations? Moi, les recommandations, c'est très bien, mais après, il faut les mettre en application sur le terrain. Hein. Parce que je n'ai pas vu ces gants qui nous disent qu'ils préconisaient aux mains des pompiers quand je les ai rencontrés la apparemment, semaine le dernière. matériel déposé par la société en charge de ce ramassage-là sont effectivement des gants appropriés pour ramasser ces boulettes d'hydrocarbures qui ont été déposés, par exemple, à Taux chez les pompiers qui ont été identifiés par le maire pour ramasser ces déchets. Moi, je remets en doute ces gants. Je n'ai pas l'impression, je vous répète, que c'est les gants. C'est votre avis? Ah non, c'est mon avis. Je veux dire, je ne pense pas que les gants ils sont appropriés pour ramasser ce genre de déchets. Je l'affirme là-dessus. Donc vous avez peur de mettre ce gant-là et de ramasser la boulette? On ne va pas ramasser les boulettes avec ces gants-là. Et vous pensez quoi de ce qui se passe à Marais, de ces boulettes ramassées par les habitants avec de simples gants? Eh bien, justement, ça nous inquiète. Le PLP, il a fait passer le message. Vous savez qu'au début, à Marais, ils ont commencé à marcher sur les plages pieds nus, ils ont commencé à ramasser de leurs propres moyens. Et le PLP est monté au créneau pour dire attention, c'est dangereux, ne marchez pas pieds nus sur les plages, mettez des gants. Et là, on a vu des gants arriver sur Marais. Et justement, maintenant, on voit que les gants, ce n'est pas les gants adaptés. Mais peut-être que c'est une question aussi, on va dire, financière, parce qu'apparemment, les personnes identifiées pour ramasser ont été rémunérées par la société. Alors, je ne sais pas, le problème financier, je ne suis pas trop d'accord. On parle au conditionnel. Oui, mais je ne suis pas trop d'accord parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'argent sur un problème de santé publique. Donc, on ne peut pas dire on va économiser la qualité d'un gant parce que ça nous coûte trop cher à la société d'aborder ce problème, en sachant aussi que ce bateau, je pense qu'il doit avoir une assurance. Donc, l'armateur, quand même, il y a quand même de l'argent. Et puis, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Je veux dire, le bateau, il n'a pas que laissé des boulettes de pétrole, il a détruit quand même un récif. Qu'est-ce qu'il en devient de ce récif? Donc il y a plein de choses derrière qui nous disent ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'au bout de 9 mois, bientôt 9 mois, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on en devient de cette histoire. Et c'est normal que l'on paye, qu'on rémunère des gens pour ramasser ces boulettes? Alors c'est une question difficile parce que est-ce qu'on rémunère les gens pour dire ben voilà, vous avez ramassé la boulette, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou est-ce qu'on les rémunère vraiment parce qu'on veut que ce soit propre? Après, ça reste c'est des informations que l'on a eues, mais voilà qu'il faut. Moi, la question qui me pose, c'est que c'est confirmer. Pendant combien de temps on va avoir ces déchets sur les plages? Oui. Parce que je pense que sur la durée, ça peut prendre un certain temps. Est-ce que la société elle est capable d'énumérer des gens pendant 1 an ou 2 ans, enfin je dis 1 an ou 2 ans, mais peut-être moins ou peut-être plus? Je ne peux pas dire, mais qu'elle est capable de rémunérer des gens pour nettoyer toutes les plages de la côte Est et toutes les plages de Marais. Alors, l'armateur du navire a été mis en demeure par le gouvernement et doit présenter incessamment sous peu, le 27 avril normalement, un plan d'action pour faire cesser au plus vite le risque pour les personnes et pour l'environnement. Stéphanie, le Kea Trader n'est pas justement le premier navire à s'échouer sur ce récif du Rang? Oui, tout à fait. Alors, selon l'association Fortune des mers calédoniennes, donc 3 navires se sont déjà échoués sur ce récif avant le Kea Trader. Donc, il y a l'Émile Renouf en 1900, on va le voir après, en 1900. Le navire américain Lipscomb Lakes en 1943 et un bateau de pêcheurs. Mais quelles sont justement les causes de son échouement? Alors, avant de parler des causes, je pense qu'il est important de rappeler que ce récif-là, du Rang, c'est un endroit quand même qui est connu pour être dangereux. Ouais. Lorsqu'il y a de la houle, certains plongeurs l'ont même surnommé la marmite du diable. Donc on le voit par beau temps de jour. Mais de nuit, il est difficilement détectable donc, au radar. Concernant son positionnement, donc, selon l'association Fortune des mers calédoniennes, donc, je cite, ce récif était déjà indiqué à sa bonne position sur la carte hydrographique numéro 4310 de 1888, avec la mention « brise par gros temps ». Donc en d'autres termes, ce récif était bien positionné sur la carte donc, papier. Mais alors comment en fait se fait-il que ce Kea Trader là s'y est échoué? Alors l'enquête est donc en cours, donc c'est elle qui va déterminer les causes de cet échouement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lors de cet événement, les conditions météorologiques étaient bonnes. Donc si la météo était favorable, comment expliquer en fait qu'il s'est échoué sur ce récif? Quelles sont les causes justement de cet échouement, Stéphanie?
Parce qu'on le voit sur l'image, voilà, le bateau est vraiment dégradé. On voyait sur l'image précédente le récif et ce bateau posé au milieu, une image très impressionnante. Comment on explique cet échouement? Eh bien, en fin de compte, il y a deux hypothèses qui en ressortent. Donc, soit le lieutenant de quart s'est assoupi, soit il y a eu une erreur de navigation qui est due à une mauvaise utilisation de l'ECDI, c'est-à-dire c'est le système de visualisation des cartes électroniques et de l'information. Dans ce cas-là, se pose la question, faut-il donc préférer les cartes marines papier aux cartes électroniques? Telle est la question. Vous en pensez quoi, vous, Glenn, par rapport à cette grande question des cartes et ces deux hypothèses? Eh bien, je pense que l'informatique et l'électronique, il ne faut pas faire confiance à 100%. On sait très bien qu'il y a des faiblesses encore dans l'électronique et que l'homme aussi a des faiblesses. Mais que de mettre tout misé sur une carte électronique, ça semble quand même léger sur un bâtiment aussi neuf, parce que c'est quand même un bâtiment qui était assez récent. Un bateau de 180 mètres laissé géré par de l'électronique, ça fait... Y a-t-il un pilote à bord? Ben ça lance notamment ce vrai débat sur cette question de carte électronique ou de carte papier sur les navires. Alors, c'est la société chinoise Shanghai Salvage Company qui a été retenue par l'amateur pour le démantèlement de ce bateau. Alors, je vous propose de revoir ces explications de Prosper Poigoux. Créé en 1976, l'Omar Shipping est basé à Londres. L'armateur dispose d'une flotte diversifiée de plus de 80 porte-conteneurs, frigorifiques, gaziers et transporteurs de produits chimiques. Les millions de marchandises transportées annuellement génèrent un chiffre d'affaires de 600 millions de francs CFP selon le site europage.fr. Le KEA Trader a été lancé en mer en janvier 2017. Son échouement constitue le tout premier de l'armateur Lomar Shipping en 42 ans d'existence. Selon le site actu.nc, les différentes interventions menées à la demande de l'armateur auprès du KEA Trader depuis son échouement auraient rapporté entre 2 et 3 milliards de francs CFP à une vingtaine d'entreprises calédoniennes. En bout de chaîne, ce sont les riverains des plages polluées qui sont rétribués grâce à cette enveloppe. Selon nos informations, la rétribution pourrait s'élever à 11 000 francs par personne et par jour de collecte. Alors, on revient encore à cette histoire de rétribution. Vous en pensez quoi de ces explications, Glenn? Ça me choque un petit peu qu'on mette l'argent au cœur de ce dispositif, même s'il en faut de l'argent pour ramasser ces débris. Mais c'est trop facile. On pollue une plage, on met de l'argent, on dit aux gens de ramasser. Et puis après, je répète, sur la durée, je me pose la question. Donc, vous attendez maintenant le bilan écologique de cette catastrophe? Ah ben, tout à fait, on attend le bilan écologique et puis les réparations, comment ça va se fonctionner. Je sais que, je répète, EPLP a déposé plainte concernant cette affaire. Et qu'est-ce que EPLP, pour terminer, propose par rapport à cette pollution? Eh bien, cette pollution qui continue et qui va continuer encore un petit moment? Comme je disais tout à l'heure, au début, EPLP est monté au créneau pour dire que c'était le récif qui les intéressait. Le bateau est venu sur un récif, les dégâts qu'il avait fait sur le récif, et de mois en mois, ces dégâts-là du récif sont passés à des dégâts, à une pollution pétrolière dans le lagon. Et Stéphanie, un petit mot de fin sur ton sentiment par rapport à ce besoin de faire cette émission aujourd'hui? Non, je pense que c'est important d'en parler, en fait, puisqu'on n'en parle pas vraiment, et puis que la population soit informée des risques. Parce que, bon, on nous dit qu'il faut mettre des gants, mais comme Glenn le dit, est-ce que les gants sont vraiment appropriés ou pas? Quels sont les risques si on se balade sur les plages pieds nus? Moi qui adore manger le poisson, est-ce que je veux toujours en manger ou pas? Et puis, je voulais dire un petit mot. En fait, un dernier, je voulais remercier l'association Fortune des mers calédoniennes pour toutes les informations concernant le récif Durand. On remercie également la sécurité civile qui nous a envoyé tous les éléments hier dans la journée. Voilà, les amis, notre émission s'achève maintenant. Glenn, un dernier mot par rapport à cette émission? Eh bien, soyons tous éco-citoyens, puis soyons gardiens de notre futur au niveau de notre environnement et que ce genre de situation ne se reproduise plus. Un dernier petit message pour les pompiers de Touault qui ramassent les gants, les boulettes d'hydrocarbures, pardon. Non, mais faites attention à ce que vous faites. On va se rapprocher de toute façon de vous. On a déjà eu des contacts et on va faire en sorte que vous ayez les moyens de ramasser dans les bonnes conditions. Alors surtout, si vous voyez des boulettes, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie pour les alerter. Contactez également la mairie qui va mettre les pompiers sur les plages pour ramasser ces boulettes. Et surtout, ne touchez pas les boulettes avec les mains sans gants. Ne touchez à rien du tout. Contactez les personnes compétentes pour ça. Alors merci à tous de nous avoir suivis. On remercie l'association Haute d'être venue en plateau, nous partager leurs craintes.
leurs interrogations et leurs souhaits. Et quant à vous, on se retrouve mardi prochain. Stéphanie, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. À mardi, on parlera d'immobilier.